C'est bon. OK. Bon, bah, très bien. Merci Lucile pour cette ouverture et puis, merci, à nos, stagiaires lauréats du concours l'année dernière d'être présents depuis les locaux de notre école à Montpellier pour ce webinaire. Et puis évidemment, merci à vous tous qui êtes connectés pour suivre ce webinaire et les infos qui vont vous être données sur notre concours d'inspecteur CCRF 2024-2025. Les inscriptions à notre concours sont closes et en fait, ce webinaire, il a pour objectif de vous présenter de manière un peu plus détaillée la manière dont se déroule notre concours et surtout avoir un échange avec des personnes qui étaient à votre place l'an dernier et qu'il était au sens propre et au sens figuré. Certains d'entre eux ont, peut-être qu'ils le diront, mais ont même suivi ce webinaire l'an dernier. Et puis, bah, ça les a peut-être aidés à réussir le concours ensuite. Et l'objectif de notre webinaire, c'est justement que nos différents intervenants vous expliquent bah, comment est-ce qu'ils ont préparé ce concours et puis accessoirement, qu'est-ce qui les a motivés à rejoindre la CCRF. Et puis aujourd'hui, comment se passe leur premier pas à la CCRF. Voilà, pour resituer le contexte, la rentrée a eu lieu dans notre école en septembre de cette année avec le début du parcours de formation professionnelle. Et nous le dirons, on arrive au bout de la première séquence au sein de notre centre de formation et vont débuter bientôt d'ici à la fin d'année les stages pratiques. Voilà, je ne monopolise pas plus longtemps la parole parce qu'en fait l'intérêt c'est d'abord un échange pratique avec nos lauréats. Lucile va vous présenter les grandes lignes de la manière dont se déroulera de manière pratique ce webinaire, comment vous allez pouvoir interagir. Notre objectif c'est un webinaire qui va durer 1 heure. Donc voilà, j'espère qu'il sera très enrichissant pour vous. Lucile, je te laisse la parole. Entendu, bah, merci à vous. J'interviens très rapidement avant pardon, les retours d'expérience de l'ensemble des intervenants qui se présenteront de manière plus détaillée. C'est juste pour un tout petit rappel pour contextualiser au niveau du concours. Donc, j'ai partagé mon écran. Voilà. Donc là, vous avez juste un petit rappel en fait sur l'organisation du concours d'inspecteur 2025. Donc pour rappel, donc c'est le 7 janvier 2025. Vous avez 2 épreuves écrites d'admissibilité. Donc l'épreuve numéro 1 qui concerne la note de synthèse, l'épreuve numéro 2 qui est définie en fonction de l'option que vous avez choisie, la dominante que vous avez choisie et donc l'option. Donc, vous avez un profil soit juridique et économique, soit scientifique et technologique, ou alors vous passez le concours interne. Donc, au sein de chaque dominante, 4 options sont proposées. Et ensuite, donc il y aura la publication des résultats d'admissibilité à compter du 10 février. Et ensuite, vous aurez les épreuves d'admission qui se déclinent en 2 étapes. Donc, l'épreuve numéro 1 qui est un entretien avec le jury qui permet de valoriser voilà, votre motivation et vos compétences. Et l'épreuve numéro 2 qui consiste à la traduction en français d'un texte, donc soit anglais, allemand ou espagnol, suivi d'une conversation. Donc ça, c'est un petit peu le rappel pour contextualiser. Les épreuves orales ont lieu du 17 au 28 mars 2025 et vous avez les résultats d'admission à compter du 31 mars 2025. Pour rappel, donc vous avez l'ensemble des informations sur le site de la DGCCRF qui vous permet, en fait, quand vous allez tout en bas, d'accéder à la page aide à la préparation. Donc vous avez une aide à la préparation, donc pour rappel, les épreuves écrites qui sont déclinées, donc l'ensemble du programme pour justement les épreuves et les options que vous préparez, ainsi que les anciennes épreuves, donc les anciens sujets, les meilleures copies et notamment les rapports de jury. Donc vous avez également reçu des lettres à faux concours dans ce sens-là, quand vous êtes inscrit au concours, qui vous permet en fait d'identifier voilà, les éléments clés potentiels qui peuvent vous aider dans le cadre de la préparation. Et vous avez donc également l'accès à différents témoignages vidéo. Et sur la chaîne YouTube, vous avez accès à l'ensemble des webinaires qui sont mis à disposition pour vous aider. Voilà. Donc, je cède la parole à l'ensemble des intervenants.
Et donc, je cède la parole à Madame Émilie Chenal, voilà, donc qui a un profil juridique et économique. Donc, l'ensemble des interventions vont concerner dans un premier temps plutôt la dominante juridique et économique, ensuite scientifique et technologique, et puis ensuite, ça concernera le concours interne. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Émilie Chenal. J'ai passé le concours en option juridique et économique. J'ai choisi le droit administratif. Donc, tout d'abord, en ce qui concerne mon parcours académique, j'ai fait des études de droit à l'Université de Montpellier. Et j'ai commencé à avoir des enseignements dans le droit de la consommation et de la concurrence. Vu que ça m'a plu, je me suis spécialisée dans ça par la suite. Donc, j'ai fait un master droit de l'économie, parcours consommation et concurrence à l'Université. Et vu que c'était des matières qui commençaient vraiment à m'intéresser de plus en plus et que j'étais pas particulièrement intéressée par les métiers liés, par exemple, les métiers de juriste ou les métiers d'avocat, je vais chercher les débouchés qu'il pouvait y avoir, on va dire, dans ces domaines-là. Et je me suis découvert une passion pour la DGCCRF. Je me suis renseignée sur le métier, sur le travail de l'inspecteur, sur toutes les missions que cette administration pouvait avoir. Mais ça m'a pas particulièrement plu. Donc, pour l'anecdote, j'avais même fait mon mémoire dessus. Donc, j'étais vraiment, je me disais, c'est mon objectif de vie, c'est d'intégrer la CCRF. Je le fais aujourd'hui, je suis très contente. En ce qui concerne ma préparation, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la prépa talent de l'UNCCRF l'année dernière. Donc, avec une autre camarade qui est ici, qui passe juste après moi, qui vous expliquera peut-être son point de vue sur la question. Mais en fait, ça nous a permis d'avoir plusieurs cours pratiques, par exemple, par rapport aux épreuves, ce qui nous est demandé, surtout par rapport à la note de synthèse, parce que c'est une épreuve qui est assez difficile parfois en préparation solo, entre guillemets, dans le sens où c'est une méthode qu'il faut acquérir. Et donc, on avait beaucoup d'exercices qui étaient corrigés, c'était très intéressant. Et aussi des cours de manière globale sur la CCRF en tant que telle, mais aussi par rapport à l'option qu'on avait choisie. Donc, moi, en l'occurrence, en droit administratif. C'était très, très intéressant. Et si jamais c'est une prépa qui vous intéresse, donc c'est une prépa qui est dispensée à l'UNCCRF, donc dans les locaux à Montpellier. Et des renseignements sur celle-ci ont été donnés sur le site internet de la CCRF ou sur les autres réseaux sociaux. Donc, à titre personnel, j'avais vraiment besoin d'être encadrée, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et par rapport au temps consacré, c'est vrai que oui, j'ai consacré beaucoup de temps. J'ai pas passé jour et nuit non plus parce qu'il fallait quand même du temps consacré à titre personnel. Mais j'ai essayé de garder un rythme, notamment au niveau des révisions de l'épreuve écrite de droit administratif, parce que sinon, on se retrouve vite dépassé. Donc, le fait d'être encadré aussi, c'était très utile pour arriver à couvrir tout le programme et aussi, en parallèle, à préparer l'autre matière qui était la note de synthèse et faire des entraînements, des exercices corrigés à chaque fois, parce que c'est par la pratique qu'on arrive de mieux en mieux à progresser. Ensuite, par rapport au déroulé du concours, j'ai pas d'anecdote particulière, tout s'est passé tranquillement, on va dire, mis à part le stress. Donc ça s'est passé et finalement ça s'est bien passé pour que je me retrouve ici avec tous mes collègues, donc je suis très contente. Ensuite, ça c'est ce qui concernait on va dire mon entrée au sein de l'école, mais j'avais aussi eu de la chance de pouvoir travailler en tant que contractuelle aussi à la CCRF avant. Donc j'avais un peu connu la maison, on va dire, à l'intérieur comme ça. C'était une chance que j'avais pu avoir. Et si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, normalement, il me semble que sur le site Passerelle, vous avez des offres d'emploi qui peuvent être ouvertes aux contractuels. Mais ça, après, ça reste à confirmer. Il faudrait que je revérifie. Et peut-être que d'autres personnes de l'encadrement pourraient le préciser. Donc voilà, j'avais eu la chance de travailler 2 ans en tant que contractuelle, mais j'étais pas sur le terrain. Mais c'était hyper enrichissant. Et c'était quelque chose qui m'a plu et ça m'avait vraiment conforté dans l'idée que, ok, je voulais tenter le concours et vraiment rentrer dans cette administration, l'intégrer. Surtout que j'avais travaillé en grande distribution et j'avais pu voir des choses qui ne m'avaient pas du tout plu. Donc c'était quand même important Maintenant, on va pouvoir avoir un impact si on remarque des pratiques qui sont un peu borderline, entre guillemets.
Donc c'est aussi ça qui m'a vraiment, il y avait plusieurs aspects qui m'ont vraiment motivée et dit ok, la CCRF c'est vraiment une administration que intégrée, c'est vraiment le métier que je veux faire, c'est inspectrice au sein de cette administration. Et ensuite par rapport à la formation initiale, donc là on a commencé notre formation, on a commencé par une semaine en stage en direction départementale ou régionale. C'était une sorte de semaine stage d'insertion, donc un peu où on découvrait le métier d'un inspecteur donc au sein d'une DD ou d'une DR. C'était vraiment, vraiment intéressant parce que, en tout cas pour moi, c'était mes premiers contrôles où j'ai assisté à un enquêteur et j'avais vraiment envie de voir ça. Donc c'est la première fois qu'on est du côté du contrôleur. C'était vraiment, c'est une expérience en fait. Je peux pas avoir les mots, il faudrait que vous le viviez et c'est vraiment ce que je vous souhaite de faire. C'est hyper enrichissant, on développe un nouveau rapport avec le professionnel. Et franchement, je me suis dit, encore une fois, ok, c'est vraiment ça qui me plaît, j'ai vraiment envie d'y rester, c'est hyper passionnant. Et encore, là, j'ai vu qu'un petit panel parce que c'était une semaine. On va avoir des stages beaucoup plus longs et on va dire où on va vraiment peut-être rédiger des suites, etc. Donc, on va vraiment plus rentrer dans le vif du sujet à partir de la semaine prochaine et tout au long de l'année. Donc, c'est quelque chose dont on a tous vraiment hâte et qui va être vraiment intéressant. Ensuite, on a beaucoup de cours, de plus en plus de mise en pratique. Et pour l'instant, tout se passe très, très bien au niveau de la formation. C'est hyper enrichissant. Moi, je pourrais vous en dire que du bien parce que je sais que c'est là où je veux être et je ne partirai pas d'ici. Donc, voilà. Je vous invite à passer le concours et à vraiment nous rejoindre parce que c'est un métier qui, je suis persuadée, est fantastique. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. C'est vrai que moi, ce que je retiens, c'est la motivation dont vous avez pu faire part. Et puis, puisque là, on est en phase de candidats potentiels, c'est peut-être aussi là un message à leur faire passer. C'est-à-dire que même si on anticipe un petit peu sur la suite, et notamment au stade de l'épreuve orale pour ceux qui auront la chance qui retireront le bénéfice de leur travail, parce que c'est pas que de la chance, même s'il y a un peu peut-être par rapport au sujet, mais c'est beaucoup de travail. Donc ceux qui arriveront aux euros, je pense que avoir cette capacité à être spontané pour vraiment expliquer pourquoi vous êtes motivé et pourquoi vous voulez rejoindre la CCRF, c'est un message que les membres de jury sauront entendre. Et quand j'entends justement ce discours, eh ben, j'imagine très bien qu'il a pu porter à l'attention des jurys et puis expliquer la réussite que vous avez pu avoir au concours. Lucille, on peut peut-être passer à la suite. Je ne sais pas qui doit intervenir après. C'est moi qui dois intervenir. Oui, Mathilde Colomer. Bonjour à tous, je m'appelle Mathilde Colomer, j'ai 28 ans. Je suis passée donc par le concours externe en juridique et économique, en option droit administratif. Mon parcours ressemble énormément à celui d'Émilie Chenal à côté de moi. On a suivi les mêmes études de droit, donc j'ai fait des études de droit de concurrence-consommation. Et après mes études, moi, à la base, je me dirigeais pas du tout vers la DGCCRF. Je voulais être avocate. Donc, j'ai commencé à faire des stages pratiques et c'est là que je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas du tout et que je voulais intégrer une administration qui me permettrait plutôt d'aider l'intérêt général. Donc, à ce moment-là, j'ai contacté Émilie qui m'a dit qu'il y avait des postes en tant que contractuel qui existaient à la DGCCRF. Et j'ai également rejoint l'unité d'alerte pendant 18 mois. Donc, c'est là où j'ai découvert ce qu'était la CCRF et que j'ai commencé à apprendre un peu le métier et que j'ai vraiment compris que c'était quelque chose qui me correspondait tout à fait. Et ça m'a énormément plu. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans le concours. J'ai passé 3 fois le concours. Je l'ai raté donc 2 fois. Les 2 premières fois, j'ai fait une préparation seule. Donc, c'était surtout sur mes week-ends et sur les vacances. Je pense que j'y ai consacré 2-3 mois à peu près. Et c'était pas suffisant pour moi parce que j'avais besoin d'un encadrement qui était un peu plus complexe, notamment parce que le droit administratif, c'était pas mon option de base dans mes études. Et du coup, je me suis tournée vers la prépa talent également l'année dernière. Donc, je l'ai intégrée pour 1 an.
Ça m'a été très utile parce que la prépa talent, elle m'a permis de me cadrer tout simplement et d'avoir des cours qui étaient beaucoup plus structurés, notamment pour l'écrit. Et je sais que ça m'a fait passer un cap, notamment de connaître un peu plus la CCRF alors que j'y ai travaillé, de m'intéresser un peu plus profondément à ce qu'il y avait à savoir. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait appuyer sur votre préparation, c'est de vous intéresser à ce qu'est la CCRF, à ce que sont les ambitions de l'administration, quels sont ses objectifs. Ça peut que vous aider dans vos épreuves, que ce soit écrit ou oral. Donc, que vous fassiez une prépa ou non, c'est intéressant d'au moins un peu chercher sur le site internet, il y a beaucoup d'informations dessus. Donc voilà. Ce qui me motive en général à avoir intégré la CCRF, c'est d'être dans une administration qui a des missions très variées, un métier qui va être passionnant parce que on a tous des parcours très différents ici et finalement on peut trouver quelque chose qui nous correspond à chacun. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir aussi rencontrer des personnes qui ont des parcours différents, des histoires différentes, des masters différents et c'est quelque chose de très intéressant. Et encore une fois, cette envie de servir le service public et l'intérêt général. Sur donc les modalités de préparation, je vous avais un peu dit, c'est principalement la prépa talent, mais je sais qu'il y en a qui ne pourront pas forcément l'intégrer. C'est une prépa qui prend en général une douzaine de candidats par an. Il faut faire un dossier d'inscription, il faut être motivé pour y rentrer. Vous pourrez trouver toutes les modalités pour ça sur Internet en général. Mais je sais très bien que c'est possible de le faire sans prépa talent. Je connais personnellement plein de gens qui ont réussi. Et ce qui est le plus important, c'est la motivation et l'envie d'être là. Donc, croyez en vous et vous pouvez le faire, quoi qu'il arrive, du moment que vous vous donnez les moyens. Pour le concours, quelques petites anecdotes qui étaient importantes. Le concours se passe à Paris, donc c'est quelque chose de très pratique, mais il fait froid à Paris en janvier. N'hésitez pas à vous couvrir, essayez de trouver des choses qui vous permettent d'être bien ce jour-là. Donnez-vous à fond également. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent dès qu'ils ont vu les sujets ou qui ne vont pas au bout de leur copie. Par expérience personnelle, finissez votre copie. C'est quelque chose qui, même si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous ne savez jamais. Vous pouvez y arriver et passer la barre des écrits, même avec une copie qui vous paraît pas terrible. C'est pas dit que vous passiez devant des gens. Donc, n'hésitez pas à continuer jusqu'au bout, à ne pas vous démotiver, y compris le jour J. Et également, pareil, l'oral, rester motivé jusqu'au bout, c'est le plus important d'amener de l'énergie. Et enfin, sur retour d'expérience, donc sur notre préparation, c'est absolument génial d'intégrer dans une école en direct avec tous les inspecteurs stagiaires avec nous. On est une promotion qui est, de mon point de vue, incroyable. On est très motivés, on s'entend très bien, on se soutient ensemble, on s'aide, on se donne des conseils, on travaille ensemble et on est très bien encadré également par la formation qui nous donne envie, qui nous montre de plus en plus ce que sera notre métier. On a commencé par des bases pour que tout le monde puisse rejoindre un niveau à peu près correct dans les bases scientifiques et juridiques, qui nous permet d'être sur un pied d'égalité. Et maintenant, on commence à faire une formation qui est beaucoup plus précise sur ce qu'on va être notre métier finalement. Donc des formations de plus en plus concrètes et c'est vraiment agréable de pouvoir avoir ça. Donc les stages pratiques et la formation nous orientent de plus en plus, on va dire, en vase vers notre métier. Et je pense qu'on sera prêt le jour J quand on intégrera pleinement l'administration. Je vous remercie. Merci Mathilde pour votre intervention. Moi, je relève deux choses. Bon, d'abord, effectivement, votre belle persévérance à passer notre concours et qui, au final, a fini par payer. Et puis, le point que vous avez soulevé sur la diversité et l'intérêt de la formation à l'école, parce que c'est effectivement une des forces et qui rejoint une des forces de la CCRF, c'est-à-dire la diversité des secteurs économiques dans lesquels intervient la CCRF. Eh bien, on le retrouve dans les profils qu'on recrute à la CCRF. Et vous allez avoir des juristes, mais qui viennent de domaines très divers. Vous allez avoir des économistes, vous allez avoir des spécialistes de la compta, de la finance. Tout à l'heure, on verra avec les scientifiques. Il y en a qui sont ingénieurs dans différents domaines. Et dans les internes,
On a des personnes qui viennent d'autres administrations au départ, gendarmerie, justice. Et de ça, en fait, ça crée une dynamique de promo qui est très intéressante au quotidien. Donc, j'étais heureux que vous la partagiez. Et puis, ça m'amène à évoquer votre intervention m'amène à évoquer aussi deux situations pratiques qui peuvent intéresser nos candidats potentiels. La toute première, vous évoquiez les conditions des écrits. Effectivement, ça se passe sur une journée au cœur de l'hiver, à Paris, dans des salles qui sont grandes et qui peuvent être un peu fraîches, même si elles se réchauffent au fil de la journée. Donc, effectivement, pensez à bien vous couvrir. Sylvie reviendra peut-être ensuite, Sylvie Guigny, qui est là, qui est la responsable de l'équipe concours, reviendra peut-être sur la manière dont se déroule une journée, parce il faut prévoir aussi de quoi peut-être déjeuner, parce que le timing est un peu serré. C'est ça, Sylvie, dans la manière dont se déroule la journée? Oui, tout à fait. En fait, vous serez convoqué à 10 heures pour un début d'épreuve à 11 heures. De 11 heures à 14 heures, la première épreuve. Et après, il y a 1 heure entre la première épreuve et la deuxième épreuve. Donc oui, il faut vraiment prévoir de quoi déjeuner parce que autour du site, il n'y a pas forcément de quoi se restaurer. Et puis, vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps dans la mesure où vous êtes très nombreux à entrer-sortir. Donc, voilà, on limite en plus les sorties entre les deux épreuves si toutefois vous terminez vraiment au bout des 3 heures, quoi. Ouais, et sur le site, alors on peut vous donner quelques éléments sur le lieu où ça se déroulera. On est en cours de confirmation, mais à 98% c'est fait. En fait, ce Oui. sera sur la Villette, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est au PEC La Villette, porte de la Villette, accessible en métro par la ligne 7 et par le tram. Voilà, et alors de manière pratique, ça vous sera confirmé au travers des convocations. On travaille à déterminer quels sont les centres d'examen qui seront ouverts en région, parce qu'il faut savoir que pour le concours interne uniquement, il peut y avoir un ou deux centres d'examen en région en fonction du nombre d'inscrits. Pour les externes, c'est bien tout à Paris que les écrits se déroulent sur cette journée-là. Et donc, on a un ou deux points à finaliser et les convocations seront envoyées d'ici la semaine prochaine, c'est ça, Sylvie? Quand à peu près? Oui, je pense que début décembre, on sera en mesure de vous téléverser dans vos espaces candidats vos convocations. Vous recevrez un petit mail vous informant que vous pouvez accéder à votre convocation avec le plan d'accès au centre. Très bien. Et puis l'intervention de Mathilde aussi m'amenait à évoquer un autre point, parce qu'elle évoquait le bon esprit qui règne au sein de la promo, qui est vrai, et qui est lié probablement aussi à une adaptation qui est intervenue maintenant, il y a 2 ans, je pense. C'est sur les modalités d'affectation en sortie d'école. Parce qu'en fait, auparavant, les postes qui sont proposés à la fin de votre année de formation étaient répartis en fonction du classement de sortie de l'année de formation à l'école. Donc en fait, vous aviez des évaluations, des notes pendant l'année de formation, et donc les postes proposés étaient affectés en fonction de ce classement. Aujourd'hui, le processus a changé puisque l'affectation elle est faite en fonction de votre classement au concours d'entrée. Ce qui probablement, c'est ce qu'on constate, l'avantage de créer une dynamique de promo plus rapidement et plus positive, puisqu'en fait, on limite la concurrence entre les lauréats, puisque finalement, on en est à valider des compétences pour devenir un enquêteur de la CCRF et pas à essayer d'obtenir de son côté la meilleure note possible pour avoir l'affectation la plus intéressante en sortie d'école. Si on doit évoquer rapidement ce point-là lié aux affectations, chaque année, on a quand même pas loin de la moitié des postes qui sont proposés en Île-de-France. On a beaucoup, et puis on a des postes qui sont ensuite répartis sur tout le territoire. L'Ouest étant plus rare, la partie bretonne avec moins de postes, mais ensuite sur le reste du territoire, il y a des postes qui peuvent être proposés un peu partout. Et il peut arriver qu'il y ait quelques postes même dans les territoires ultramarins. Donc voilà, cette année, il y aura un point particulier parce que c'est vrai, quand on parle d'affectation en territoire ultramarin, même s'il n'y a qu'un ou deux postes, on peut s'interroger sur, dans l'hypothèse où on réussit le concours, en fonction de son rang de classement, est-ce que je serais amené à devoir prendre ce type de poste? Déjà, il faut savoir que ce type de poste peut être pris par quelqu'un qui a un rang de classement intéressant. Et justement, l'objectif cette année, ça va être de présenter aussi l'intérêt des postes en DOM aux lauréats du concours pour que certains puissent être intéressés à les prendre.
Donc voilà, sachez que les postes sont proposés comme de cette manière-là sur tout le territoire, mais ils sont majoritairement en Île-de-France. Voilà, je pense que moi, sur ces points-là, on traitera. Je vois qu'il y a un certain nombre de questions hein, qui apparaissent sur le chat. On tente d'y répondre en direct. Moi, j'en saisis certaines pour rebondir, mais après les présentations, on reviendra peut-être sur un certain nombre des questions que vous avez pu poser. On va peut-être poursuivre le tour, Lucille. Oui, alors la parole est donnée à Victor Krikorian, qui a également un profil juridique et économique. Oui, bonjour à tous. Victor Krikorian, 29 ans. Et je suis économiste dans cette promo. On est assez peu, donc je pense que ça pourra intéresser certains. Donc j'ai un parcours qui est assez singulier, parce que moi déjà j'ai fait ma licence en Suisse, parce que de base je suis de la frontière suisse. Et j'ai un master en économie du développement. Et j'ai testé beaucoup de choses avant de venir à la CCRF. J'ai travaillé dans le public pour le ministère du Travail à Marseille, où je gérais des demandes de, demandes de subventions pour des fonds européens. Et j'ai également travaillé dans le privé chez Pernod Ricard à Bruxelles. Et en fait, mes motivations à intégrer la DGCCRF, c'est que j'avais envie tout simplement d'avoir un métier qui a du sens. Ça peut paraître banal dit comme ça, mais tout le monde est d'accord ici, et mes collègues vous l'ont dit, c'est qu'on a un métier qui a, selon moi, beaucoup de sens. On est quand même amené, la plupart d'entre nous, à être sur le terrain. C'est très concret, à rencontrer des chefs d'entreprise. On est là également pour protéger les concitoyens, plus particulièrement les consommateurs. Et ça a été une de mes motivations principales. Protéger le consommateur tant d'un point de vue de la sécurité, mais aussi d'un point de vue économique. Et donc, c'est pour ça qu'en tant qu'économiste, j'ai aussi retrouvé un petit intérêt, un petit rappel. Et comment j'ai entendu parler de la DGCCRF, c'était dans le cadre de mon travail à Marseille, où en fait, justement, même si je ne travaillais pas directement avec des inspecteurs, je les ai rencontrés. Donc, d'ailleurs, je vous conseille, si certains ont des emplois actuellement en tant que contractuels dans le public, n'hésitez pas à vous renseigner, demander des informations, ça peut toujours être utile. Et je vais vous parler maintenant des modalités de préparation du concours. Je pense que ça peut intéresser les économistes et puis les autres aussi, bien sûr. Donc déjà, pour l'épreuve de synthèse, comme ça a été dit, refaites des épreuves, c'est très important parce que c'est vraiment par la répétition qu'on apprend et qu'on s'améliore, surtout au niveau de la gestion du temps. Ne vous affolez pas si les premières épreuves de synthèse, vous les faites en 8 heures. Enfin, c'est normal. À force de refaire, vous arriverez à 5 heures, voire moins. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Le jour de l'épreuve, oui, utilisez bien tous les documents. Ça, c'est important. Et en économie, moi, je vous conseille de faire des fiches vraiment par thème. Comme par exemple, faites une fiche inflation, faites une fiche environnement, par exemple, et surtout, soyez à l'affût de l'actualité économique. Moi, je m'étais abonné à Alternative économique et je regardais beaucoup justement l'actualité avant le concours pour me concentrer sur les sujets qui étaient susceptibles de tomber au concours parce que souvent, c'est des sujets en lien avec l'actualité. Donc ça, je vous le conseille fortement. Et surtout, lisez bien les rapports du jury, que ce soit pour l'épreuve de synthèse et pour l'épreuve d'économie. Faites bien une intro en économie, définissez bien les mots-clés, annoncez bien votre plan. Moi, j'ai mis des titres apparents aussi. Et
surtout, ce qui est important, c'est que vous développiez les mécanismes économiques et que vous ne soyez pas superficiel, que vous alliez en profondeur. Et citer des auteurs, voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Et comment moi je m'y suis préparé? Ben, en fait, alors j'ai fait, comme j'étais un peu déconnecté des études et que j'avais jamais passé de concours auparavant, d'ailleurs c'était ma première tentative de concours, j'ai suivi une prépa privée, mais je pense que c'est absolument pas indispensable vraiment, donc ne vous inquiétez pas là-dessus, ceux qui ne font pas de prépa. Moi, ça m'a juste aidé pour l'épreuve de synthèse, en fait, surtout. Mais pour l'économie, ça m'a pas spécialement aidé. Euh, Vous pouvez prendre un petit manuel carré rouge, par exemple, ce qui vous donnera une base. Et là-dessus, vous pouvez compléter avec ce que vous avez trouvé dans les actualités économiques. Et puis, si vous avez aussi un manuel plus poussé sur des sujets d'entraînement, quelque chose que vous pouvez acheter en librairie spécialisée, ça vous aidera à compléter justement vos fiches. Et moi, j'ai pris 2 mois pour la préparation du concours. Voilà. Et, ensuite, pour le déroulé du concours, oui, effectivement, maintenant, il y a 2 questions souvent en économie, donc ne vous faites pas avoir au niveau de la gestion du temps, ça c'est important. Je pense que c'est même le plus important. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Oui, par rapport au déroulé du concours aussi, alors surtout, moi ce que je peux dire à côté, c'est n'écoutez pas trop les gens qui sont autour de vous parce que tout le monde est stressé. Et je vous dis, moi quand je suis arrivé, en fait, je me suis vraiment mis dans une bulle, je me suis un peu isolé de tout le brouhaha autour de moi et c'est ce qui m'a permis de pas trop me fatiguer, de rester concentré sur, sur moi-même tout simplement et réussir les épreuves dans les meilleures conditions possibles. Que, en plus, on peut entendre des mauvais conseils. Voilà. Donc vraiment, restez concentré sur votre objectif qui est de réussir le concours. Allez bien jusqu'au bout des épreuves parce que souvent, en fait, la note de synthèse, c'est l'après-midi. On peut se sentir fatigué, mais il faut persévérer. Vraiment, ça, quand je plus sois, vraiment, il faut persévérer parce que même si vous n'avez pas la moyenne à une épreuve, c'est pas pour autant que vous n'allez pas être admissible pour les oraux. Donc, il faut vraiment il faut donner tout ce qu'on a. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas le jour de l'épreuve et j'avais presque une crampe à la main à la fin et je me suis dit non, on va quand même pas abandonner. Ce serait dommage et au final, je suis là. Donc, et surtout, retour d'expérience, franchement, pour moi, c'est vraiment que du bonheur. L'expérience à l'école, je la trouve incroyable. Enfin, franchement, on a quand même des bons intervenants, on apprend beaucoup. Et d'ailleurs, pour les économistes qui n'ont qui n'ont pas fait de droit, pas fait de sciences, ne vous inquiétez pas parce que vraiment, vous allez apprendre. Il ne faut pas stresser si vous suivez les cours, vous êtes régulier, franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Et vraiment, enfin, j'ai hâte d'être en stage aussi, vraiment pour aller sur le terrain et aller à la rencontre des professionnels, apprendre le métier. Enfin, c'est ça qui m'intéresse le plus maintenant, à titre personnel. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Merci pour vos renseignements très pratiques. Moi, je vois effectivement quand vous avez évoqué qu'il fallait s'intéresser à l'actualité, et évoquer les points d'actualité dans ces copies, parce que c'est vrai qu'une des qualités recherchées pour les personnes qu'on recrute, c'est celle notamment de la curiosité. Donc, montrer qu'on est au courant de l'actualité, c'est aussi montrer cette curiosité. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, je relève 2 choses par rapport à ce que vous avez évoqué. Il y en a une qui est importante, c'est effectivement, il y a très souvent 2 questions qui sont posées dans les thématiques techniques. Donc la gestion du temps est importante. Ayez à l'idée que les correcteurs travaillent à partir d'éléments qui tiennent compte du temps passé et du temps que vous avez sur les copies. Donc on n'attend pas sur une thématique qui est
avec 2 questions à traiter en 3 heures, on n'attend pas que vous fassiez une copie qui va être parfaite, exhaustive, qui sera la même que si l'épreuve avait duré 5 heures. Mettez-vous dans cet état d'esprit au moment de la préparation, intégrez la durée potentielle. Pardon. Et puis l'autre point, parce qu'il y a des questions qui viennent sur ce point-là, ça concerne la note de synthèse et d'analyse. C'est un peu une particularité de l'épreuve de la DGCCRF par rapport à d'autres notes de synthèse qu'on trouve dans d'autres concours qui sont de strictes notes de synthèse. Celle de la CCRF, dans notre arrêté, on évoque note de synthèse et d'analyse. Ça veut dire qu'on va attendre de vous que vous exploitiez les documents, que vous en fassiez la synthèse, mais que vous soyez également en mesure d'apporter des éléments d'analyse, le cas échéant avec des éléments de connaissances personnelles qui sont évidemment en phase et qui seront évoqués à bon escient par rapport à la copie. Donc l'essentiel est important autour de la synthèse, c'est la condition nécessaire, une bonne copie qui synthétise, qui est claire, qui est précise. Et si en plus vous avez des éléments d'analyse dans votre copie qui sont là aussi donnés à bon escient, ça va être l'élément valorisant votre copie. Donc ayez ça en tête qu'on est sur une approche un petit peu particulière. Et puis j'ai pas pu m'empêcher de relever, il y avait une intervention de Tambi qui regrettait qu'en fait on ne laisse pas les lauréats du concours seuls avec les nouveaux candidats. Je ne sais pas, peut-être qu'il laisse entendre que votre parole n'est pas complètement libre du fait que il y a le reste de l'administration qui peut être présente, ou de mon service, ou de l'école. Je vois d'ailleurs personne de l'école autour de vous, donc a priori vous êtes peut-être seul dans cette salle sans représentant de l'école, donc de ce côté-là, la parole est plutôt libre. Et nous, administration centrale, on n'a pas du tout de lien avec les lauréats, donc s'ils devaient exprimer des réserves concernant ou des choses sur lesquelles ils sont en attente, je pense qu'ils seraient en mesure de le faire, parce que dans nos recrutements, les profils qu'on cible, ce sont aussi des profils de personnes qui savent analyser, s'exprimer et à la fois mettre en avant les éléments positifs ou négatifs. Donc ne pensez pas que dans le cadre de cette intervention, il y a vraiment que la parole ne serait pas libre. Et d'ailleurs, ça me fait une bonne transition pour laisser la parole au prochain intervenant qui va pouvoir se lâcher. Alors, se lâcher ou pas, on ne sait pas, mais donc la parole est à Micha Mourier, voilà, qui est également profil juridique et économique. Et donc, vous serez 4 intervenants à présenter notamment cette dominance-là, donc juridique et économique. Je vous en prie. Tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, ma parole est totalement libre. Ne vous en faites pas. C'est pas parce que je vais dire des choses sympathiques sur l'école que c'est pas le cas. En tout cas, je m'appelle Micha Mourier, j'ai 28 ans. Effectivement, j'ai un profil économique juridique, mais moi, je suis très spécialisé, comme une petite partie de la promotion, en gestion des entreprises. Donc, j'ai pas fait beaucoup de droit. J'ai pas du tout fait de sciences, pas depuis la première, depuis le lycée. Donc, c'est un profil. On n'est pas les plus nombreux dans la promotion, mais c'est quand même un profil intéressant et dans lequel on peut très vite se retrouver avec les cours ici, il n'y a pas de problème. Pour vous parler très rapidement de mon parcours, j'ai obtenu un DUT de gestion des entreprises et des administrations, puis ensuite j'ai intégré un IAE où j'ai obtenu une licence 3 en droit économie gestion et un master spécialisé en droit économie gestion avec une option marketing et vente. J'ai réalisé mon master en alternance pendant 2 ans. Donc, au sein d'un groupe de protection sociale français qui s'appelle Malakoff Humanis. Ensuite, après le Covid, j'ai été recruté par une compagnie française qui s'appelle DAO. Ma mission, c'était de prendre la direction de l'agence de Québec au Canada. Donc, j'ai fait ça pendant un petit peu plus de 3 ans. On travaillait dans la conception de machines pour l'industrie canadienne. Donc, encore un domaine très différent. Et puis, j'ai eu envie de passer le concours fin d'année dernière. C'est en fait quelque chose que j'ai eu en tête assez tôt quand j'ai découvert les missions de la DGCCRF. J'y reviendrai un peu par la suite, mais au début de mes études. Donc, je suis rentré pour voir mes proches à Noël et puis je suis resté un peu en janvier pour faire les écrits. Je suis revenu par la suite à Paris pour faire les oraux. Donc, effectivement, cette année, mon bilan carbone est assez catastrophique, j'en conviens, mais je ne regrette pas malgré tout, puisque je suis présent ici devant vous. D'ailleurs, pour vous parler rapidement de mes motivations à intégrer la DGCCRF, il y en a beaucoup. La première chose, en fait, c'est que, ayant travaillé un petit peu dans des entreprises privées, ça s'est toujours très bien passé et j'ai adoré mes précédentes missions. Mais néanmoins, l'objectif, en définitive, c'est toujours un objectif financier, on va dire, d'atteindre un profit financier pour une entreprise. Moi, j'étais pas forcément très à l'aise avec ça, donc ça m'a vite orienté vers
le service public, tout simplement, où là, on va plutôt rechercher l'intérêt collectif et puis être au service de nos concitoyens. Ensuite, il y a le métier d'inspecteur. Ça m'a vraiment poussé dans les bras de la DGCCRF parce que l'enquête en soi, je trouve que c'est quelque chose de passionnant. Comme les collègues le disaient avant, on a eu un stage d'insertion et ça a confirmé assez vite le fait qu'être enquêteur, c'est vraiment tous les jours différent. Et puis, on est au cœur de notre métier. C'est nous qui allons faire la différence si un contrôle va être un succès ou un échec. On va avoir un impact très concret, même à notre petite échelle, sur la société. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez passionnant. Et puis, une autre raison, à titre un peu plus personnel, c'est vrai que moi, pour mes études supérieures, j'ai été un étudiant boursier qui a vécu dans les logements du Crous, peut-être certains connaissent. Et donc, il y avait aussi un peu l'envie d'intégrer la fonction publique pour mettre mes compétences modestement, mais au service de la fonction publique, tout simplement. Donc maintenant, parlons de choses qui vous intéressent peut-être un peu plus, c'est le concours, et plus particulièrement les épreuves. Donc pour la note de synthèse, moi en fait, comme beaucoup, je pense, l'ont fait, j'ai tout simplement... donc moi, j'ai révisé seul, parce que j'étais au Canada à ce moment-là. Je me suis juste commandé un livre en fait de révision pour acquérir la méthode de la note de synthèse. Quelqu'un posait la question tout à l'heure si c'était spécifique à la DGCCRF. Pas vraiment, le sujet peut porter sur la DGCCRF, mais la méthode, c'est vraiment ça qu'on va chercher à tester chez les candidats, si on est organisé, si on sait ordonner des arguments, lire rapidement des documents et puis extraire le plus pertinent, on va dire. Et franchement, un livre pour travailler la méthode et ensuite l'entraîner sur les sujets des années précédentes, c'est quelque chose qui, pour mon cas, a assez bien fonctionné. Donc, je pense que ça peut être une bonne solution. Ensuite, pour mon option donc, de gestion des administrations et des entreprises, j'ai fait un diplôme, un DUT-GEA, puis une licence. Donc, j'ai tout simplement relu les cours qui m'avaient été donnés pendant mes études supérieures le soir après le travail. J'ai fait quelques fiches et puis ça a fonctionné comme ça, sans oublier de penser à relire les examens des années précédentes. C'est vraiment quelque chose de crucial pour être prêt au type de questions, puisque si les sujets diffèrent d'une année sur l'autre, la façon dont les questions vont être posées, c'est quand même très souvent la même chose. Donc ça, c'est intéressant, enfin, c'est vraiment crucial, comme je le disais, de reprendre les sujets des années précédentes. Et effectivement, comme le disait Victor, suivre l'actualité, notamment l'actualité économique, ça peut être un vrai plus pour apporter des exemples concrets dans sa copie et passer juste au-dessus des autres candidats. Et puis au niveau de l'épreuve d'anglais, moi c'était vraiment pas mon point fort. Je pourrais même vous dire que c'était mon point faible. Oui, j'ai été au Canada pendant 3 ans, mais c'était Canada francophone avec nos cousins québécois, donc je suis pas très bon en anglais. Mais s'il y a d'autres personnes ici qui sont dans mon cas et qui sont loin d'être bilingues, pas d'inquiétude. L'épreuve, ce qu'on attend de nous à l'épreuve d'anglais, c'est pas nécessairement d'être bilingue, mais ça ressemble pas mal à l'épreuve d'anglais du baccalauréat au final, avec un petit échange en anglais et puis une traduction de texte. Donc, faut vraiment pas que ça ce soit un frein pour vous, cette épreuve d'anglais. Et puis au niveau de l'oral devant le jury, l'oral c'est toujours quelque chose de très personnel. Il y a plusieurs façons de réussir son oral. Donc, je pourrais juste vous donner 2 points qui peut-être pourront vous aider. Le premier, c'est quand on va se présenter. Alors, c'est vraiment pas du tout ce que j'ai fait pourtant ici dans cette présentation, mais si vous êtes à l'aise à l'oral, évitez de faire une présentation chronologique et essayez de vous présenter sous forme de compétences en parlant de vos connaissances théoriques, de votre savoir-faire technique et de votre savoir-être, toujours en illustrant et en orientant directement vers le métier d'inspecteur de la DGCCRF. C'est quelque chose qui peut vraiment vous démarquer des autres candidats. Et puis le deuxième point qui est bon à savoir, c'est qu'il y a très souvent des mises en situation lors de l'oral. Déjà, le simple fait de savoir ça, ça peut éviter d'être déstabilisé si effectivement on vous demande de faire une mise en situation. La deuxième chose, c'est que sur YouTube, il y a des vidéos en fait qui présentent que peut être une mise en situation dans un concours de la fonction publique. C'est rarement des mises en situation issu de l'oral de la DGCCRF, c'est souvent un peu plus généraliste, on va dire, en termes de sujets abordés, mais ça peut quand même bien aider à préparer ses arguments et puis à imaginer quelles vont être les mises en situation qui vont vous être demandées lors de l'oral. Et pour terminer sur le retour d'expérience, quant à l'ensemble des 3 mois de formation initiale qu'on a eu ici à l'ENCCRF, déjà, la semaine d'insertion, qui est le stage officiel pour toutes les nouvelles personnes qui intègrent la promotion. C'est une semaine
qu'on a tous trouvé assez passionnant, je dirais, parce que c'est vraiment là où on se rend compte que effectivement, on a choisi cette voie, c'est bien ça qu'on veut faire. Ça permet de confirmer son choix de carrière, d'avoir un retour d'expérience aussi des collègues plus expérimentés qui ont toujours beaucoup d'histoires passionnantes à nous raconter et qui nous intéressent vraiment beaucoup. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer des collègues stagiaires avant d'intégrer l'école. Par exemple, Théo, juste à côté de moi, on a eu la chance de se rencontrer lors de notre semaine d'insertion qui s'est très bien passée par ailleurs. Au niveau de l'école, on est une promotion de 158 personnes actuellement. Il y a beaucoup de solidarité. Par exemple, pour préparer les examens, il y a eu des cours du soir en sciences ou en droit, des experts de leur domaine qui partageaient leurs connaissances aux collègues et ça, c'était vraiment un plus. Pareil, il y a le fait que la formation soit à Montpellier, malgré tout, c'est quand même un cadre assez sympathique. Et puis, il y a plein d'activités à côté. C'est quand même important, hein. On vient des quatre coins de la France au sens large, hein. Il y a des gens qui viennent de La Réunion, de Guadeloupe. Donc, se retrouver tous ici, ça crée vite une cohésion qui va nous être utile pour la suite de notre carrière. D'ailleurs, ce soir, il y a l'équipe de futsal de l'ENCCRF qui joue, donc on pense à eux. Au niveau des cours, donc les cours, c'est un mélange de cours théoriques et de retour d'expérience d'inspecteurs et d'inspectrices expérimentés, du présentiel et du distanciel. C'est une plutôt très bonne formule où je pense qu'on arrive tous à se retrouver quand même pas mal dans ce fonctionnement. Et puis au niveau des stages, ils vont débuter pour nous lundi 2 décembre, donc la semaine prochaine, et on a hâte d'y être. Donc merci pour votre attention. Merci pour cet élément-là. Je relève que vous évoquez voilà, la manière dont vit bien la promo. Il y avait une question qui ressortait qui était liée à la moyenne d'âge globalement des lauréats. Vous qui en avez la perception, comment vous répondriez à cette question? Moins de 30. Ouais, Moins de 30, tu dirais, non? Ouais. Bon, on n'est pas tous d'accord, il y en a qui sont plus vers le 30, plus vers le 35, mais globalement, une fourchette, on dirait entre 30 et 35, et peut-être un peu plus de femmes aussi, légèrement plus, mais c'est quasiment une parité. Ça va entre 22 et 59. Et ça va de 22 ans à 59 ans. Notre doyen, il a 61 ans, il me semble. À 61. Et la Benjamine, 22. Ouais. Oui. Ce qui illustre la diversité des profils. Et effectivement, je crois que la moyenne est plus proche des 30. On avait calculé cette lauréat, je crois qu'on doit être aux alentours de 31 ou quelque chose comme ça. Donc voilà pour un petit peu la photographie qui était posée. Vous avez évoqué aussi le distanciel, les cours en distanciel. Et quelqu'un a posé une question de dans quelle mesure s'organisaient les cours. Et pour quelqu'un qui est très loin, qui a des enfants, est-ce que la visio 100%? Bon, moi, je sais que l'école utilise la visio dans certains cas, mais que c'est pas ça reste à la marge. C'est ça, vous pouvez le confirmer par rapport à votre expérience déjà du moment? Oui. Plus on commence à se spécialiser au fur et à mesure et on commence à avoir des mises en pratique, moins on va avoir la visio. Après, là, c'était par rapport aux locaux dans lesquels on se situait. Ça change toujours. On a changé par rapport à l'année dernière, on en a eu moins. Et ça risque de changer l'année prochaine aussi. Donc, on ne peut pas du tout savoir la proportion que vous aurez l'année prochaine. Ok, merci. Juste une petite question pratique. Quelqu'un posait une question. Comment gérer avec le jury le fait qu'on est également candidat sur d'autres concours? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a été dans ce cas de figure? Moi, je peux en parler aussi parce que j'ai passé la DGFIP et c'est une question qu'on m'a posée. J'étais sincère dans ma réponse, mais j'avoue qu'il faut quand même montrer un intérêt pour le concours qu'on passe. Moi, c'était la CCRF qui me tentait en principal, donc quand ça a été le concours de la CCRF, il n'y a eu aucun problème. La DGFIP, il y a peut-être eu une petite exagération de mon intérêt pour le concours, donc On ne dira pas. voilà. Mais en fait, je pense que ça dépend de chacun si vous préférez être sincère ou pas, mais c'est possible de l'être. Et du moment que vous montrez que vous êtes intéressé par le concours et que vous avez envie d'être là, il n'y a aucun problème à dire que vous passez votre concours parce qu'on est, je pense, assez nombreux à le faire. Très bien, merci pour cet élément. Il y avait des questions sur le lieu des écrits, on a répondu. Sur est-ce que tout se passait sur le même jour? Sylvie a répondu en disant que toutes les épreuves se déroulaient le même jour. On a évoqué les postes. Il y avait la question du moment où finalement les postes vous sont proposés. Donc je l'évoquais tout à l'heure. En général, c'est plutôt au mois d'avril. Avec en revanche, ce qu'on va tenter de faire cette année, c'est d'anticiper pour les postes ultramarins qui seraient proposés, les évoquer dès le début de l'année avec vous parce que c'est aussi un projet de vie, un projet familial. Donc ne pas être confronté à décider de son orientation en un week-end si on a les postes.
mais plutôt avoir le temps d'y réfléchir et de s'interroger sur l'intérêt et l'opportunité de prendre un poste ultramarin. Mais sinon, voilà, le calendrier, il est celui-ci. Il y avait une question sur le moment où vous connaissez votre interclassement, parce qu'il y a quand même des subtilités. Il y en a certains qui ont vu ce point-là, parce qu'en fait, il y a 3 concours. Donc, en fait, on construit un interclassement entre les 3 concours. Et vous avez connaissance de votre classement dès votre arrivée à l'école. On vous le communique à ce moment-là, donc vous savez déjà comment vous vous positionnez. Voilà, on va poursuivre. Lucille, je ne sais pas qui est prévu d'intervenir ensuite. Maintenant, on peut passer à la dominante scientifique et technologique et peut-être après mentionner rapidement l'organisation au niveau des stages parce que c'est une question qui a l'air de revenir assez fréquemment. Voilà, ou si dans le cadre de votre présentation, vous souhaitez aborder ce point-là, voilà, stage d'insertion, les 3 stages pratiques différents, puis le stage vraiment final pratique qui finalise votre formation, ça peut être intéressant. Voilà, donc je vous laisse la parole. Donc parole à Théo Moncluso, donc dominante scientifique et technologique. Je vous en prie. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Théo, j'ai 28 ans, donc j'ai un parcours plus scientifique, donc j'ai une licence et un master en écologie et par la suite j'ai eu également un master, enfin une licence et un master en STAPS parce qu'à ce moment-là je voulais devenir prof de PS. J'ai passé le concours en master 1, je l'ai pas eu et donc à ce moment-là je me suis dit que il valait mieux que j'étais plus motivé pour travailler, avoir des expériences professionnelles. Donc j'ai eu 2 expériences professionnelles, on va dire, intéressantes. La première, ça a été un été, j'ai été contrôleur des eaux de baignade et de l'eau potable dans la région de Montpellier pendant 3 mois. Donc ça a été vraiment enrichissant parce que c'est un métier de contrôle où on est au contact des professionnels et donc ça nous enrichit. Et par la suite, j'ai été 3 ans surveillant dans un lycée. Donc là, pareil, c'était vraiment une expérience enrichissante, surtout au niveau du contact humain, donc avec les élèves ou avec les professeurs. Moi, la DGCCRF, j'ai entendu parler de la DGCCRF la première fois parce que je voulais me renseigner sur les métiers qui me permettraient de contrôler l'hygiène des restaurants. C'est quelque chose qui me motivait de prime abord. Et donc, en faisant des recherches sur Internet, j'ai vu que c'était les agents de la DGCCRF qui s'occupaient de ça avant, puisque j'ai appris par la suite que, pendant que j'ai révisé mon concours, que les inspecteurs de la DGCCRF avaient perdu cette mission. Mais pour autant, je me suis posé la question de est-ce que je tente le concours ou pas. Et en fait, en me renseignant sur qu'est-ce que faisaient les agents de la DGCCRF, je me suis rendu compte qu'il y avait une multitude, ça a déjà été évoqué, mais une multitude de domaines que les inspecteurs pouvaient contrôler. Et cette multitude de domaines, associée au fait que j'avais une motivation pour la protection économique du consommateur, fait que j'ai effectivement décidé de passer le concours de la DGCCRF. Au niveau de la préparation, moi je me suis préparé seul. Donc j'ai commencé vraiment à réviser, on va dire, début septembre. J'ai fait ça en 3 phases. Tout d'abord, je me suis renseigné sur le site de la DGCCRF qui est assez bien construit puisqu'il y a les annales avec tous les sujets des années précédentes, mais aussi le programme détaillé. Donc moi, j'ai choisi de passer dans la spécialité agroalimentaire. Donc j'ai pris le programme détaillé et j'ai fait en sorte de trouver des livres, des cours sur Internet en rapport avec les différents points qui étaient évoqués. Donc j'ai fait des fiches et j'ai appris par cœur. En tout cas, le sujet spécifique d'agroalimentaire, c'était des questions et donc c'était assez fermé. Enfin, c'était soit on connaissait la réponse, soit on la connaissait pas. Donc j'ai vraiment révisé par cœur. Par rapport à la note de synthèse, moi c'était un exercice nouveau, donc il faut s'exercer. Il n'y a pas de secret. Donc au début, j'ai fait ça progressivement. Au début, je me mettais pas de limite de temps. J'ai pris les annales des concours précédents et je faisais soit que l'intro, soit que la première partie. Donc j'ai divisé ça vraiment en blocs. Et puis quand je me sentais un peu plus à l'aise, là j'ai commencé à faire tout d'un coup avec la limite de temps, donc les 4 heures. Et donc c'est à force de m'exercer que la méthode, on va dire, qui est assez spécifique, est rentrée. Et oui, quelque chose d'intéressant, c'est que
Cette note de synthèse, oui, c'est un exercice très particulier et donc il n'y a pas de secret, il faut s'exercer, quoi. Par rapport au déroulé du concours, donc je pense que tout a été évoqué. Oui, il faisait froid, donc il faut se couvrir. C'est assez dense puisque c'est sur une seule journée, donc il faut vraiment, c'est de la concentration et à la fin, en plus ça avait terminé par la note de synthèse, donc à la fin il faut pas paniquer quand la note de synthèse arrive puisque c'est quand même un gros pavé de documents à analyser. Donc il faut rester concentré jusqu'au bout et puis finir comme ça a été évoqué. Par rapport à la formation initiale, moi ce que j'en retiens, c'est que on est vraiment une promotion qui est assez soudée et comme ça a été dit, c'est par rapport au fait que je pense que c'est par rapport au fait que le classement est déjà figé, donc il n'y a pas de pression supplémentaire par rapport à ça, donc voilà, donc c'est une promotion avec beaucoup d'entraide, beaucoup de comment dire, de bienséance, on va dire. Donc voilà, et moi en tant que scientifique, donc j'avais aucune notion de droit et c'est pas grave du tout puisque la formation dispense des cours de droit et des bases assez solides en droit et qui vous permettent après de manipuler les textes de loi, etc. Donc ça c'est important. Et voilà, après, en termes d'alternance, on a effectivement des alternances entre distanciel et présentiel. Parfois, on n'a qu'une seule après-midi en distanciel, parfois, c'est des semaines entières. Donc ça aussi, c'est des choses à gérer. Voilà. Merci Théo pour votre présentation. C'est vrai que moi j'ai noté les conseils utiles en matière de notes de synthèse. Il faut s'entraîner, refaire. Et puis n'hésitez pas à consulter ce que l'équipe de Sylvie met en ligne sur les concours. Vous avez non seulement les annales, mais les meilleures copies, donc sur plusieurs années. Donc là aussi en forme d'entraînement pour ensuite vérifier ce qui a pu bien fonctionner. Et puis, comme le disait Lucille tout à l'heure, les rapports de jury. Dans mon service, on est attaché à ce que ces rapports de jury soient les plus précis possibles et qu'ils puissent vous accompagner et vous donner des orientations pratiques très utiles pour préparer le concours. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et puis, Théo, j'ai relevé le dernier point que vous évoquiez, effectivement, le fait que la préparation, que la préparation à l'école est très généraliste et elle vous prépare au métier d'enquêteur. C'est vrai qu'il ne faut pas que vous ayez, parfois certains pour avoir une appréhension en se disant j'ai un profil scientifique ou j'ai un profil autodidacte et puis j'ai pas de formation de juriste, pas de connaissances scientifiques approfondies, comment est-ce que je vais pouvoir enquêter quand je vais me retrouver seul dans une entreprise? Sachez que on vous prépare à ça. Il y a une année de parcours professionnel avec des moments dans notre école, avec des apports théoriques, avec des cas pratiques, des enquêteurs qui viennent dans notre école pour vous présenter leurs cas. Ensuite, vous avez plusieurs stages opérationnels, dont un dernier qui dure plusieurs mois. Donc, en fait, on vous prépare à devenir des enquêteurs et à pouvoir intervenir sur tout le périmètre des missions CCRF. Soyez rassurés là-dessus. Un point que je voulais soulever rapidement, parce que je n'ai peut-être pas été clair tout à l'heure concernant les centres d'examen dans les DOM. J'évoquais tout à l'heure en disant qu'il y avait quelques centres d'examen qui étaient ouverts en région et on travaillait sur lesquels, mais il y a le cas particulier des DOM où là, tous les centres d'examen dans les territoires ultramarins sont ouverts. Donc voilà, il n'y a pas de contrainte particulière là-dessus, avec visio possible ensuite pour les candidats qui seraient admissibles à l'oral. Voilà, le temps tourne, donc on va peut-être poursuivre, Lucille, le programme. Oui, donc c'est la parole à Jonathan Thévenot, donc qui est également dans la dominante scientifique et technologique. Bonsoir à tous. Donc, Jonathan Thévenot, je suis un peu plus vieux que mes collègues. Moi, j'ai 38 ans. Et pour ma part, la CCRF, c'est une reconversion professionnelle. Donc, je suis scientifique de formation. J'ai fait une licence en nutrition, un master en sciences des aliments et un doctorat en microbiologie, biotechnologie et santé. Et après différents contrats post-doc dans plusieurs laboratoires de recherche publique, j'ai intégré le secteur privé comme chef de projet où je travaillais essentiellement sur des projets de recherche collaboratifs dans le cadre d'appels à projets avec des financements nationaux et européens. Mais j'arrivais et j'arrive toujours d'ailleurs, à un moment de ma vie où j'ai besoin d'avoir des missions plus concrètes, avec plus de sens et au service du bien commun et de l'intérêt général.
Alors certains appellent ça la crise de la quarantaine, que je vous laisse juger. Et dans tous les cas, je connaissais déjà la DGCCRF par la presse et par ma formation universitaire où on nous avait présenté la DGCCRF à l'époque et le lien avec la microbiologie et l'hygiène. Ça me dérangeait pas spécialement qu'il n'y ait plus cette partie-là, parce que dans tous les cas, je retrouvais les valeurs que je recherchais dans les principales missions de la DGCCRF. Donc, c'est le seul concours auquel je me suis inscrit et logiquement, j'ai choisi donc l'option microbiologie et biochimie. Donc, pour la préparation de l'écrit, donc je me suis préparé tout seul, sachant que j'ai des enfants, donc, et à l'époque, j'avais aussi mon ancien travail, donc c'était sur les temps morts, donc les soirs et les week-ends pendant les siestes de mes filles. Donc, du coup, je suis parti d'abord sur le programme de sciences pour identifier ce qui était attendu en connaissances. J'ai acheté des livres au format fiche en chimie générale, en chimie organique, en biochimie et en immunologie, puisque j'avais considéré que la partie microbiologie, je m'en souvenais quand même pas trop mal. Donc, j'ai lu des livres sur les mois de septembre à novembre pour me remettre dans le bain. Et j'ai commencé à préparer réellement le concours en faisant les annales disponibles donc, sur le site internet sur tout le mois de décembre afin de dégager des questions et thématiques récurrentes. Par exemple, vous verrez que la formule du lactose ou du glycérol tombe relativement souvent. Donc, c'est vrai que ça orienté sur des questions pour avoir des points relativement faciles sans trop se casser la tête. En parallèle, j'ai aussi acheté un livre et lu un livre sur la note de synthèse, mais pour le coup, j'ai vraiment manqué de temps pour la préparation. Et autant j'étais vraiment en confiance sur les sciences, en tout cas dans une certaine zone de confiance, autant pour la note de synthèse, je l'étais, mais pas du tout. Et pour être honnête, l'idée, c'était vraiment de tout miser sur les sciences, c'est de sauver les meubles pour la note de synthèse. Donc, cette épreuve, c'est pas le meilleur souvenir du concours, parce que je manquais clairement d'entraînement et de méthode. Et juste une préparation correcte m'aurait permis d'éviter quand même pas mal de stress et d'être quand même plus à l'aise sur cette épreuve. Donc, je suis resté quand même tout le temps imparti. J'ai gratté jusqu'à la fin. J'ai pas réussi à faire ma conclusion, mais j'aurais tout donné. Donc, j'ai quand même eu de la chance. Donc, j'ai pu aller à l'oral. Et pour la préparation de l'oral, en fait, j'ai commencé par lire tout ce qui était rapport de jury et tout ce que je pouvais trouver en lien avec la DGCCRF sur le site institutionnel et Internet. Donc, tous les PDF que je pouvais trouver en lien sur les pouvoirs d'enquête ou autre chose pour accumuler de la connaissance. Et j'étais aussi tombé sur un rapport du Sénat qui en faisait la synthèse, qui était plutôt complet et plutôt bien écrit. Par contre, j'avais toujours cette interrogation sur l'intégration des scientifiques dans ce milieu à forte composante juridique. Donc, c'est une question que j'ai posée en fin d'entretien au jury. Et là, ils m'ont expliqué que il y avait la formation initiale qui était faite pour et que, en soi, si ils ne souhaitaient pas de scientifique, ils ne proposeraient pas d'option scientifique au concours. Ça se tenait. Et du coup, ça a quand même pu être consolidé et validé dès l'arrivée à l'école. La première phase est focalisée sur les bases juridiques et scientifiques. Et le scénario pédagogique est relativement bien fait, étant donné qu'il y a des redondances entre les cours. Et ça permet quand même de faire des liens et comprendre cette logique juridique. Parce que c'est vrai que moi, en droit, je ne connaissais rien. Je savais qu'un livre, un code du commerce et de la consommation, c'était un gros livre rouge, mais ça s'arrêtait là. Et il y a aussi l'esprit promo qui compte énormément. Parce qu'il y a naturellement la mise en place de groupes de soutien des juristes pour les non-juristes et des scientifiques pour les non-scientifiques. Et ça a quand même permis à tout le monde d'arriver sereinement au premier examen de connaissances.
Donc, comme tous, j'ai hâte de commencer mon stage la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne continuation et une bonne préparation au concours. Merci, Jonathan. Alors, vous avez vraiment donné deux infos, à mon avis, qui vont aider nos candidats. La première sur le lactose, ça m'a mis un doute. Je me dis, tiens, est-ce qu'on va regarder nos sujets de cette année pour voir si c'est dedans? Je ne donne pas le résultat, je n'ai pas encore regardé, mais bon, je note le truc. Peut-être que ça marche chaque année. À voir. Si ça marche chaque année, ça pourrait être la dernière, hein. Donc, c'est un truc vraiment utile que vous a donné Jonathan pour cette année. Je retrouve le conseil d'aller au bout. Vous voyez, c'est la deuxième fois quasiment qu'on l'entend. Donc, la note de synthèse, même si vous ramez et que vous vous sentez fatigué, ça vaut le coup quand même d'aller au bout de votre effort parce que les résultats que vous aurez sur l'autre épreuve, et puis c'est un concours, ça dépend du résultat global, vous pouvez malgré tout être admissible. Donc, écoutez, merci pour cette présentation. Et puis, Lucille, on va passer la parole à notre dernière intervenante. Oui, alors peut-être un tout petit point sur, vu que vous aviez OK les stages, ça peut être intéressant potentiellement juste de le mentionner, vu que la question revenait. Donc sachez donc que quand vous arrivez dans le cadre de votre formation initiale à l'ENCCRF, vous avez un petit stage d'insertion d'une semaine en unité qui vous permet voilà, de prendre connaissance de l'environnement professionnel. Et ensuite, vous avez tout le temps des stages de mise en application. Donc les stages de mise en application, ça correspond à chaque fois aux thématiques, aux enseignements que vous suivez justement, donc soit en présentiel, soit en distanciel à l'ENCCRF. Donc les thématiques sont les suivantes: régulation concurrentielle des marchés, protection économique des consommateurs et sécurité du consommateur. Et à la fin de votre formation, vous avez un stage pratique là qui est un peu plus conséquent, d'une durée de plusieurs semaines, quasiment 2 mois, où justement ça vous permet de mettre en application l'ensemble des enseignements que vous avez pu obtenir dans l'ensemble de l'année. Et dans ce cadre-là, donc, vous avez donc les stages en DDPP et un petit stage qui est plus court en Andriette ou Andretz pour voir également justement l'aspect concurrence. Voilà, donc en espérant que ça réponde à vos questions en matière d'organisation sur les stages. Il y Et avait donc, également, Lucille, il y avait une question sur comment est choisi le lieu du stage. Donc, en fait, l'école recense vos souhaits et ensuite mouline tout ça pour vous donner sur votre liste de 3 souhaits le stage qui vous arrange le plus. Peut-être que nos intervenants peuvent évoquer ce point-là, si les lieux de stage sont déjà déterminés, si vous avez un peu eu des échanges ou des retours, dire si globalement chacun a obtenu satisfaction ou pour lesquels ça a été plus difficile. Sans langue de bois pour que Tanby ne nous accuse pas d'avoir limité la parole. Du coup, je prends la parole. Bonjour, donc Ariel Chave. Pour répondre tout de suite aux affectations, on fait une liste de 5 vœux et l'école fait vraiment tout son possible pour nous affecter au mieux et au plus proche de notre premier vœu. Ensuite, il y a des difficultés, comme chaque année, on est plutôt nombreux. Il y a aussi une promotion de contrôleurs avec nous aussi pour les stages. Donc voilà, il y a eu quelques difficultés, mais tout le monde a réussi à trouver un stage d'affectation. Ça s'est très bien passé. Et pour empiéter sur ce que je vais dire par la suite, le maître mot dans cette formation, c'est la bienveillance, vraiment. Donc l'école fait vraiment tout son possible pour que ça se passe bien pour nous. Donc, rassurez-vous à ce niveau-là et en fait à tous les niveaux. Ok, merci Ariel. Peut-être que vous pouvez enchaîner sur votre présentation du coup. Allez. Donc, moi, je l'ai passé en interne. J'étais déjà contrôleur, c'est-à-dire que j'ai 29 ans, mais je suis dans la maison depuis mes 23 ans. Et donc, je signe et persiste puisque c'est un métier très intéressant. Pendant les 5 ans que j'ai passé en affectation, j'ai vraiment retrouvé toutes les motivations qui m'ont poussée à passer ce concours. Donc, il faut vraiment pas hésiter. J'ai vu qu'il y avait une question de Marin, je crois, qui disait: est-ce que c'est un métier un peu lent et un peu monotone? Pas du tout. Pas du tout. On s'organise vraiment, on mène nos enquêtes, on va sur le terrain, c'est très dynamique.
Donc, au contraire, moi, c'est ça qui m'a poussée à passer le concours. Donc, quand j'avais 23 ans, après mon master de droit, j'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocats et je me suis effectivement rendu compte que ça ne me correspondait pas non plus. Et effectivement, les missions de terrain au plus proche des, j'allais dire, préoccupations des consommateurs, mais aussi la concurrence entre les entreprises sont des thématiques essentielles pour notre économie de marché. Et on se sent vraiment utile en fait. Donc, pour revenir sur mon parcours, j'ai été affectée dans une toute petite DDE TSPP en sortie d'école quand j'étais contrôleur. Donc, j'ai eu une fiche de poste assez large. C'est souvent ce qu'on retrouve dans les petites unités où on a des missions très variées, mais ça peut être très intéressant. Et ensuite, ça a été resserré puisque à peine au bout de 2 ans d'expérience, j'ai postulé et j'ai pu avoir un poste de responsable contentieux. Donc là, vraiment, c'est beaucoup plus juridique, les liens avec le parquet. Ça peut être très intéressant quand on a une formation en droit, on se rend au tribunal. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant et ça m'a donné envie de passer donc le concours d'inspecteur. Cela, j'ai suivi la prépa interne, mais c'est tout à fait possible de réussir le concours sans, puisque le concours de contrôleur, je l'avais vraiment révisé toute seule. Donc, à tes souhaits. Oui. J'ai choisi l'option A, donc mission connaissance des missions de la DGCCRF. C'est une option pour laquelle, si on n'est pas du tout contrôleur avant, on peut arriver très facilement à avoir la moyenne, voire un peu plus, pour après vraiment avoir des très bonnes notes. C'est un peu plus difficile. C'est vrai que ça s'adresse, mais j'invente rien, hein, c'est le rapport du jury qui l'indique. Ça s'adresse, c'est vrai, plutôt aux anciens contrôleurs, mais on peut tout à fait se former en solo, en individuel. Il y a absolument tout ce qu'il y a à savoir sur le site de la DGCCRF qui est très bien fait, sans vouloir faire du chauvinisme. Voilà. Pour la note de synthèse, c'est vrai que c'est une note certes classique, mais il y a une petite originalité, j'allais dire, pour la CCRF, c'est qu'on peut apporter des connaissances personnelles et c'est toujours intéressant de rattacher le sujet à nos missions, puisque c'est un concours vraiment assez pratique. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à faire le lien avec les missions des GCCRF, ça ne pourra pas du tout vous porter préjudice. Et soyez classique, n'essayez pas de faire d'originalité absolument. Essayez d'aller vraiment d'être efficace. Vous manquerez de toute façon de temps. Donc, il n'y a pas le temps pour l'originalité. Voilà, donc le timing est serré. Pour l'oral, en interne, on va avoir des mises en situation, mais comme en externe, en fait, on va pas attendre de vous une expertise particulière, puisque tout le monde en interne ne fait pas déjà partie de la DGCCRF. Donc, ce sont des attentes, somme toute, classiques. Pareil, n'ayez pas peur par rapport à ça. Et anecdote, moi, pendant mon oral, qui s'est globalement bien passé, on m'a posé des questions très poussées. On m'a vraiment poussé dans mes retranchements jusqu'à me mettre en faute. Non, me pousser jusqu'à ce que je ne sache plus répondre. Et ça peut être très perturbant pendant l'oral, mais finalement, j'ai eu 19, donc c'est que c'était bien. Donc vous inquiétez pas, ouais, je me fais un peu mousser. Non, mais c'est que c'était bien. Donc, ayez confiance en vous et si le jury vous pousse, c'est qu'il y a quelque chose, il y a matière, vous leur fournissez de la matière. Donc, n'hésitez pas sur les réponses. Donc, la formation, j'avais commencé à l'évoquer. Le maître mot, c'est bienveillance. On s'entend, je pense, tous très bien. On met des groupes de soutien en œuvre pour s'aider les uns les autres. C'est un socle, en fait, qu'on nous apprend, qui est complété par les stages où là, vraiment, c'est là où on apprend vraiment le métier de terrain. Et ensuite, de toute façon, il y aura des formations continues. Donc, une fois qu'on sera en poste affecté avec notre secteur d'activité, nos entreprises en portefeuille, on pourra revenir en formation avec les formations vraiment spécifiques. Donc, là aussi, tout est pris en charge. À la fin de l'école, vous saurez mener une enquête simple.
et par la suite vous montrer en compétence sur votre secteur d'activité. Voilà. Et puis la dernière chose, c'est que effectivement, moi j'ai connu l'école avec un classement, une affectation qui se passait avec le classement des notes de l'école. Et maintenant, c'est un classement qui est déjà figé. Je sens qu'il y a vraiment une évolution dans le bon sens. D'autant que la DGCCRF, c'est un métier de réseau. Il faut qu'on s'entende tous bien. On n'est jamais seul. Quand on a une question, on peut appeler les collègues. Et donc, cet échange dans la promotion, c'est vraiment le socle de votre carrière à venir. Et il faut profiter de cette année qui est vraiment très agréable. Voilà. Merci Ariel pour ces éléments. C'est vrai que je rebondis sur ce que vous évoquiez avec le fait que la formation ne s'arrête pas à la fin de l'année d'école à Montpellier. Ensuite, on a de nouveaux stages professionnalisants qui sont liés au métier que vous allez exercer. Vous allez pouvoir cultiver justement votre réseau en vous retrouvant un moment sur une formation en lien avec la commande publique, les pratiques restrictives de concurrence, les cosmétiques. Donc, vous allez alimenter votre réseau, échanger des infos avec des collègues, parce que l'enquête, c'est ça. L'enquête, c'est identifier des faits, les confronter au droit, mais aussi les conforter au vu d'indices qu'ont pu détecter des collègues dans d'autres départements ou d'autres administrations. Et c'est tout ce travail-là qui fait l'intérêt du métier. Donc, voilà, ayez en tête que la formation ne s'arrête pas à l'issue de cette année. Et puis, je rebondis sur ce que vous évoquiez sur l'oral en disant qu'il pouvait être un peu perturbant parce que le jury pouvait poser des questions un peu pointues. Alors, c'est vrai que le but du jury, c'est de déterminer si vous détenez les compétences qu'on attend des candidats pour être enquêteurs. Et globalement, c'est vrai que si Ariel l'a ressenti comme ça, c'est peut-être pour pousser un peu dans les retranchements sur des points quand on sent que c'est possible d'aller un peu plus loin. C'est vrai que nous, la consigne qu'on donne aux membres de jury, c'est de mettre en mesure les candidats d'exprimer le plus possible leurs qualités. Parce qu'en fait, si vous demandez à quelqu'un est-ce que vous pensez avoir les qualités pour être enquêteur, franchement, des personnes qui n'ont jamais travaillé pour la CCRF, ils ne savent même pas vraiment ce que c'est qu'une enquête, ils ne savent pas exactement quelles sont les compétences qu'on attend pour être enquêteur. Donc en fait, le rôle du jury, c'est de poser des questions au candidat sur sa perception du métier, sur ses expériences professionnelles ou sur son parcours pour identifier des marqueurs qui vont laisser penser et même qui vont permettre à nos jurys d'en être sûrs que le candidat a fait quelque chose, a dit quelque chose qui montre que ces qualités-là, il les a. Donc ça peut amener à poser des questions un peu plus pointues. Mais bon, je ne vais pas trop entrer dans le détail des oraux parce que ça, à ce stade, notre travail, il est surtout de vous donner les éléments pour préparer les écrits. Dans les questions que vous posiez, il y avait la date de la rentrée. Il y en a qui voient les choses très loin puisqu'ils se posent la question de la date de la prochaine rentrée. Alors, a priori, ça sera début septembre 2025, puisqu'historiquement, on le retrouve toujours de cette manière. Il y a des questions sur les différences de mission entre les inspecteurs et les contrôleurs. Donc là, je ne vais pas non plus développer parce qu'on est là pour parler du concours d'inspecteurs, même si l'année prochaine, il est très probable qu'on ouvre également un concours de contrôleurs catégorie B. Donc les missions sont un petit peu différentes, la formation également, mais je ne vais pas m'approfondir ici sur cette partie-là. En revanche, j'ai évoqué un point, il y avait une question qui était posée en disant est-ce que c'est un problème si je n'ai pas fait un stage à la CCRF avant de passer ce concours pour bien connaître la CCRF? Peut-être qu'autour de la table, l'un d'entre vous, l'une d'entre vous peut répondre à cette question, quelqu'un qui a réussi sans jamais avoir mis un pied dans une direction. Oui, pas de problème. Moi, à titre personnel, j'étais même à l'étranger pendant 3 ans, donc j'ai vraiment contacté personne à l'interne. J'ai pas pris contact avec une direction départementale, une DRETS ou autre. Vraiment, moi, toutes les informations que j'ai eues de l'administration, de la DGCCRF, c'était sur le site internet, en regardant des vidéos, en les voyant parfois passer dans des documentaires à la télé. Mais non, il n'y a pas du tout besoin d'aller les rencontrer. On peut le faire, mais c'est pas du tout un prérequis pour réussir ou pour être bien vu à l'oral ou pour quoi que ce soit. D'accord, merci pour cette intervention. Et il y a des questions aussi, c'est vrai qu'on a parlé de la note de synthèse, on a évoqué les sujets de droit, on a évoqué le fameux lactose, mais il y a des questions qui se posent sur notamment l'épreuve de maths ou de compta. Est-ce que l'un d'entre vous a passé cette épreuve-là?
Non, pas du tout. Pour les mathématiques, on n'a pas trop d'informations autour de la table. On n'a pas passé ce concours. Pour la comptabilité, simplement, c'est de la compta assez générale, mais qui tend aussi un peu sur le contrôle de gestion. Si la personne fait ses études là-dedans, j'imagine qu'elle étudie un peu les deux. Donc voilà, après, normalement, le descriptif est quand même assez précis sur ce qui est attendu en comptabilité. J'imagine la même chose en mathématiques, mais là, c'est juste une supposition. D'accord. Là aussi, alors je vous renvoie au rapport de jury, aux annales, vous verrez un peu quelle est la structure de l'épreuve de maths. Il y avait une question que j'avais identifiée sur école, internat ou pas. Non, alors pour la CCRF, à la différence d'autres administrations, notamment la DGFiP, on n'a pas d'internat. Alors après, il y a des possibilités de logement sur Montpellier. Je ne sais pas, peut-être que là, vous pouvez vous exprimer ou nous dire un petit peu si certains ont rencontré des difficultés particulières ou si ça s'est plutôt bien passé pour trouver à vous loger à Montpellier. Vas-y. Ok, ben alors on nous distribue une liste avec des particuliers qui ont proposé leur logement les autres années. Moi, je suis passé par une résidence étudiante, c'est possible, même si on n'a pas tout à fait le statut d'étudiant, enfin, ça fonctionne. Et puis en fait, regardez aussi peut-être sur Palavas, Carnon, Pérols, Lac, les communes aux alentours, ça vous permettra peut-être aussi d'économiser un petit peu, c'est souvent moins cher, d'avoir plus d'espace. Donc voilà, mais prenez-y vous, faites ça tôt. C'est un conseil par contre, dès la réussite du concours. Il y en a beaucoup qui passent par Airbnb, pour pas les citer. Les locations chez l'habitant. Ouais. Montpellier, c'est quand même une ville assez touristique, donc il y a des stations balnéaires un peu connues, comme disait Victor, Palavas, la Grande Motte, etc., qui, hors période de très touristique, on va dire juillet-août, sont quand même beaucoup plus accessibles, donc il y a possibilité de se loger là-bas, puis de faire du covoiturage ou de prendre les transports en commun. Sinon, après, il y a une liste qui nous est fournie, effectivement, de logements à Montpellier, et on a, malgré tout, on a quand même une prime qui est perçue, qui est inclue dans notre salaire, mais pour tout ce qui est déplacement, logement. Ok, merci à vous. Peut-être juste parce qu'il y a plusieurs questions qui portent vraiment, non pas tant sur la préparation du concours, mais plutôt les métiers en tant que tels. Parfois la distinction entre le métier d'inspecteur et le métier de contrôleur. Alors, juste pour rappel, en fait, le métier de contrôleur, c'est à partir du niveau baccalauréat, le métier d'inspecteur, c'est à partir de bac+3. Il y a un concours de contrôleur externe qui est ouvert. Les épreuves écrites d'admissibilité, c'est le 10 et 11 mars 2025. Et l'ouverture des inscriptions, ce sera prochainement, ce sera le 2 décembre. Voilà. Pour potentiellement ceux qui sont intéressés. Et en fait, ce webinaire porte notamment sur la préparation de concours, puisque c'est un échange avec les inspecteurs stagiaires, parce qu'il y a quelqu'un qui demande sur la question du statut pendant la formation. Donc, c'est inspecteur stagiaire CRF avant d'être titularisé. Et pour le métier en tant que tel, vous avez des webinaires qui ont été réalisés qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de la DGCCRF, où là, ce sont plusieurs agents en poste, soit des inspecteurs récemment en poste pour prendre connaissance de leur prise de poste, soit des inspecteurs qui ont plus d'ancienneté, chefs de service et directrices qui présentent leur métier et les perspectives d'évolution. Voilà, si vous souhaitez consulter les webinaires. Je voulais juste ajouter un point parce qu'effectivement, sur le concours de contrôleur, notre calendrier évoque qu'il serait ouvert début décembre. Se peut qu'ils connaissent un petit retard à l'ouverture, dans le sens où c'est lié aussi à l'état du débat parlementaire aujourd'hui et à l'avancée du vote du projet de loi de finances, qui fait que la détermination précise des effectifs qui vont pouvoir être recrutés sur 2025, pour ce qui n'a pas encore été publié, est encore soumis à arbitrage. Bon, donc je vous rassure, le concours d'inspecteur, lui, n'est pas remis en question. Le concours de contrôleur, a priori non plus, c'est simplement son périmètre sur lequel on attend des arbitrages. Et donc, on nous demande de ne pas publier l'ouverture avant que ces arbitrages ne soient rendus. Donc, pour ceux qui auraient dans l'idée de s'inscrire en même temps sur le concours de contrôleur, ce qui pourrait être une bonne idée,
Ne soyez pas surpris si au 2 décembre, ce n'est pas encore ouvert et que c'est un petit peu décalé sur début janvier. Ça ne remet pas en cause le reste du calendrier avec des épreuves qui sont prévues en mars. C'est ça, Sylvie, les épreuves de contrôleur, les épreuves écrites? D'ici 11 mars, normalement. Voilà, donc ça ne remet pas en cause sur le calendrier, mais en revanche, l'ouverture des inscriptions pourrait être est susceptible de l'être. Bon, il y a toujours la question qui revient sur le nombre de places pour le concours d'inspecteur. J'ai répondu tout à l'heure dans le fil de discussion. Là aussi, en raison des arbitrages budgétaires en cours, on n'est pas en mesure de communiquer dès à présent le nombre de places. On a un peu l'habitude chaque année de ce contexte-là parce qu'en fait, il y a toujours un visa budgétaire sur le nombre de postes qui sont ouverts pour chacun des concours et qu'il intervient plutôt tardivement. Cette année, ça sera peut-être encore un peu plus tardif que d'habitude, mais quoi qu'il en soit, l'info sera communiquée au plus tard le jour de l'épreuve écrite, mais vous aurez l'information le jour du concours du nombre de postes ouverts pour chacune des dominantes. Si on a un peu de temps, les enquêtes dans le numérique se font-elles uniquement en Île-de-France? Là, je vous dirais non. Dans la mesure où elles sont réparties. Les enquêteurs sont sur tout le territoire, donc ils ont l'opportunité d'enquêter d'un peu partout. Notamment, je pensais à un cas d'un enquêteur qui est dans le Calvados, qui a fait un dossier contre une influenceuse, Poupette Kenza. Alors, vous voyez, il n'est pas du tout d'Île-de-France. Donc, c'est aussi le numérique, ça a des avantages pour les opérateurs économiques qui, d'un petit village, peuvent inonder toute la France, voire toute l'Europe, mais ça a aussi des avantages pour l'administration et les corps de contrôle qui, même d'un endroit délocalisé, peuvent les contrôler à distance. Donc, nous, on est organisé pour pouvoir effectivement faire les contrôles de manière globale. Et puis, j'en profite pour évoquer un point plus général, là, qui est peut-être un peu lié aux oraux, mais aussi à la communication qu'on fait sur ces concours. Vous avez vu que Lucille travaille beaucoup en amont sur les éléments pour vous informer le plus possible au travers des webinaires, au travers de la lettre info concours. C'est l'occasion pour moi de saluer son travail à ce moment-là. Mais surtout, je voudrais attirer votre attention sur ce point-là. Parfois, les candidats ont tendance à trop s'appuyer sur les informations qui leur ont été diffusées dans les lettres info concours ou dans les webinaires, et notamment lors des oraux. Lors des écrits, ce travers-là ne se retrouve pas, mais lors des oraux, si le jury pose une question, quelle est l'affaire que vous avez en tête sur laquelle la CCRF est intervenue? Là, j'ai parlé de Poupette Kenza il y a 3 minutes. Il se peut qu'on ait 25% des candidats à l'oral qui vont parler de Poupette Kenza en disant bah oui, la CCRF a fait un dossier là-dessus. C'est bien, mais les jurys, ils voient chacun plusieurs dizaines de candidats, et quand ils ont systématiquement la même réponse, ça les interroge un petit peu sur la curiosité et la manière dont l'oral a été préparé. Donc, se servir des choses qu'on vous communique, oui, mais ne vous limitez pas à ça. Il y a des mines d'informations en ligne sur notre site internet ou ailleurs. Il y a un rapport, tout à l'heure a été évoqué par l'un des lauréats, le rapport du Sénat sur la CCRF. Aujourd'hui, c'est vrai que la manière dont les infos sont mises en ligne, c'est une mine d'informations. N'hésitez pas à l'exploiter et ne restez pas sur les éléments qu'on a portés jusqu'à vous. Voilà, je ne sais pas si y a d'autres questions qui n'ont pas été traitées. Alors, peut-on avoir un mot des stagiaires sur le moment où ils ont commencé à préparer les oraux? Ah, pardon. Oui, non, en fait, c'était par rapport, parce qu'on avait plusieurs questions en droit administratif, mais si c'est pas nécessaire qu'on les traite, on les traitera pas, il n'y a pas de souci. Pour les oraux, avec la prépa, nous, on nous avait conseillé de les préparer à partir du moment où on avait passé les écrits. Parce que sinon, en fait, on a concrètement, on a les résultats d'admissibilité 3 semaines avant de passer les oraux. C'est très court, 3 semaines. Donc, vous laissez un peu de temps, mettons une petite semaine, le temps de respirer après avoir fini de passer les écrits. Et ensuite, vous commencez à vous mettre un peu dans la préparation à l'oral, les recherches un peu plus poussées sur, par exemple, ne pas ressortir Poupette Kenza à l'oral, s'intéresser à d'autres affaires qui ont été très importantes pour la CCRF. Moi, on m'a posé la question à l'oral, j'ai repensé à, il y avait eu Lactalis, il y avait eu les lasagnes au cheval au lieu du bœuf. Donc, c'est des affaires qui peuvent vous revenir, vous cherchez sur Internet, vous retrouvez dessus. Donc, ça passe très vite. Donc, finalement, il vaut mieux s'y mettre à partir du moment où vous avez fini les écrits.
pour ne pas avoir tout faire dans le rush d'un coup, juste après avoir les résultats, parce que sinon c'est très très court. Ok, merci beaucoup. Il y avait une question sur la lettre info concours. Comment est-ce qu'on s'y inscrit? Alors, en principe, on n'a pas besoin de s'y inscrire, puisqu'en fait, on la communique à toutes les personnes qui se sont inscrites, qui nous ont donné leur adresse mail. Donc, si vous ne la recevez pas, envoyez un mail à mon service, à l'équipe concours, pour l'indiquer, pour qu'on revoie notre liste de diffusion. Une question sur des postes en centrale. Effectivement, en sortie d'école, il y a un certain nombre de postes qui sont en poste d'enquête sur le terrain, sur tout le territoire, mais il y a aussi certains postes en bureau d'administration centrale. Donc la centrale, ce sont des métiers plus en lien sur le pilotage des services d'enquête, mais aussi le travail réglementaire et les relations avec les professionnels, les relations inter-administration, écriture des lois, des projets de loi, des décrets, des arrêtés. Il y a à peu près, je pense, si on donne un chiffre, de peut-être 5% des postes qui sont en centrale. Là, ils sont attribués non pas en fonction du classement que j'évoquais tout à l'heure, mais ce sont des postes à profil. Donc ceux qui sont candidats se manifestent et ils auront un entretien avec le chef du bureau qui va choisir les personnes qui seront nommées en centrale. Est-ce qu'on peut être affecté dans le même département que ce qu'on a fait son stage en étant en direction? À mon avis, oui, c'est possible, ça s'est déjà fait et vu. Il n'y a pas forcément de contre-indication à ça, même si l'école est attentive à ce que le lieu de stage soit différent du lieu d'affectation pour s'ouvrir à différentes méthodes de travail et identifier d'autres collègues. Mais il n'y a pas d'impossibilité et on peut être affecté à l'endroit où on a fait ces différents stages pratiques. Une dernière question, les inspecteurs touchent-ils le même salaire à la sortie d'école? Globalement, oui, sauf les cas où certains ont des reprises d'ancienneté, ceux qui étaient déjà fonctionnaires. Et dans certains cas, il y a certains métiers qu'on a exercés dans le secteur privé qui peuvent justifier une reprise d'ancienneté pour démarrer sur un échelon un peu plus élevé. Donc voilà. Écoutez, on arrive au bout de notre intervention et on avait prévu de terminer à 19 h, donc on va tenir le timing qui a été proposé. Vous retrouverez les références du replay dans la prochaine lettre info concours. Et puis, il me reste à remercier d'abord toute l'équipe concours, avec notamment Sylvie Guigny qui pilote l'équipe concours, et puis Lucille Munier sur l'attractivité pour l'organisation de ce webinaire. Et puis tous nos intervenants depuis l'école, les lauréats de l'an dernier, qui, je pense, ont su vous faire partager à la fois leur motivation, leurs quelques trucs et astuces, et puis en même temps, vous donner la manière la plus transparente possible la réalité de ce qui est l'intérêt de la formation à la CCRF et des métiers proposés à la CCRF. Voilà, je vous remercie tous et puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Bon courage.